Voici Aurélien, 1,95 m, 110 kg, un jeune Toulousain sympathique de 25 ans. Vas-y, passe. Putain d'abruti, là. Rongé par le mal de la... Putain, c'est pas vrai. de la mauvaise humeur et du mauvais caractère. Oh, putain, c'est... Merci le bus. Alors là, on n'est pas arrivé parce que c'est très pratique pour les gens qui n'ont pas le permis et c'est très chiant pour les gens qui ont le permis, quoi. C'est plus fort que lui. Aurélien a beau essayer de se contrôler. Alors, entre le postier et le bus, comme on sait pas où c'est qui va. Toutes les occasions sont bonnes pour râler. T'as raison, barre-toi, laisse-moi passer. Je perds un peu mon calme, mais c'est vrai que ouais, j'ai tendance à être un peu grossier parfois, souvent. Ça a failli déjà coûter mon couple actuel parce que je me mets non seulement à râler donc en voiture mais aussi chez moi, souvent chez moi et au bout d'un moment c'est vrai que je suis quand même assez insupportable, je l'avoue. Avec un caractère pareil, pas facile de garder son emploi. À cause de ses crises de colère, Aurélien vient de perdre son poste chez un loueur de voitures. Depuis, il passe ses journées seul à la maison. Mais c'est pas possible. Avec des jeux en ligne où il faut tuer plein de méchants. Et ça aussi, bien sûr, ça l'énerve. Ça, j'adore. Et quand Elodie, sa compagne depuis 3 ans, rentre de sa journée de travail, l'humeur se dégrade encore. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur qui met Aurélien en rogne. Parce qu'il est lent au démarrage, non? Et c'est toi qui touches l'imprimante? Non. Ah, parce que franchement, à chaque fois que je vais imprimer ou scanner quelque chose, j'allume, ça s'allume pas. Ah bah alors là, moi j'ai jamais touché l'imprimante depuis... Explique-moi pourquoi. Là, regarde, je sors la tour, ça allume l'imprimante. Tu m'expliques le délire que t'as là? Eh ben, mais les chats ils passent pas derrière peut-être? C'est un détail particulier qui va me faire râler et de là ça va s'enchaîner sur une grosse crise de colère. Donc c'est vrai que c'est pas évident à gérer parce qu'on sait pas vraiment à quel moment ça va péter quoi. Mais pourquoi tu t'énerves là? On parle de... Ça me gonfle. Mais c'est pas grave, tu m'énerves. C'est bon. C'est pas grave, ça va. Laisse-moi. Hey. Moi, oui, d'accord. Va où, c'est bon, je peux regarder ce que tu fais, non? Va, tu te poses, tu me fais pas chier, hein. Sois heureuse, on a un nouveau PC. Hein, qui marche pas en plus. Une fois dans la journée, encore, bon, ça passe, tout le monde est plus ou moins énervé, bon. Mais lui, ça peut être 15 fois par jour, pour tout, et au final, on n'arrive même plus à communiquer, et ça en devient pesant. Mais il y a peut-être un... Ouais. Hey. Des fois, j'en pleure parce qu'il me pousse tellement à bout qu'au final, je peux plus me contenir et là, je lui dis stop. Avec Aurélien, les colères retombent vite. Mais aujourd'hui, Elodie, qui travaille toute la journée comme secrétaire de direction, ne supporte plus ces disputes quand elle rentre chez elle le soir. Il y a des moments, oui, où ça me pousse à l'extrême et je lui dis, bon, voilà, il faut arrêter, quoi, parce que ça devient plus possible, quoi. Je lui ai déjà dit, oui, il fallait qu'il essaie de se contenir et de s'énerver, c'était plus ou moins normal, mais pas tous les jours, au quotidien, 20 fois par jour. Donc, voilà, qu'il fallait qu'il se contienne un petit peu, ou sinon, je partais définitivement, quoi. Pour Aurélien, le problème est simple. Soit il change de caractère, soit il risque de se retrouver tout seul dans cet appartement où il vient tout juste d'emménager avec Elodie. Mais hélas, on ne change pas en un jour et Aurélien n'est pas au bout de ses peines. Ah non. Là, t'es de mauvaise foi. Je suis de mauvaise foi? Non, t'es de mauvaise foi. Je suis de mauvaise foi? Je suis de mauvaise foi? Oui. Je te fous de ma gueule. Aurélien va devoir faire des efforts et changer de comportement. En cas d'échec, il sait qu'Elodie est décidée à s'en aller. Bienvenue à Orléans, dans la famille Cordier. Dans le désordre, voici la maman, Sandra, 43 ans, Emmanuel, 14 ans, Mariam, 12 ans, et le petit dernier, Pierre-Baptiste, 10 ans. Cette famille a une particularité, elle vit au milieu d'un incroyable désordre qui, au fil des ans, a envahi entièrement l'appartement. Sandra fait ce qu'elle peut pour allier son travail d'aide-soignante, 35 heures par semaine, et sa vie de famille. Alors, voici le salon. Les 100 mètres carrés de la maison sont en fait un grand terrain de jeu pour les enfants et leurs copains de classe. Pierre-Baptiste? Pierre-Bas, t'as pas vu le rouleau de sac poubelle? Ils ont vite compris qu'ils pouvaient faire ici à peu près ce qu'ils voulaient sans jamais se soucier du rangement ni du ménage. Pour trouver une télécommande, comme c'est les enfants qui la rangent, je vous garantis rien.
Alors là, c'est Mariam qui devrait en théorie dormir dans sa chambre, mais qui aime pas dormir toute seule, donc elle vient rejoindre tout le monde dans le salon. En dessous de cette montagne d'objets divers, la table du salon, une œuvre d'art à laquelle chaque membre de la famille a participé. Ça, c'est le grand. Il a vidé son cartable ce matin, mais il a jugé bon de laisser tout sur la table. Il y en a un gars qui en a dû dire de prendre ses chaussettes et qui les a laissées là, et la chemise de l'autre, et puis un peu de papier à moi quand même. Et puis voilà. En fait, ma maman m'a dit qu'en fait, qu'elle allait ranger le bureau. Mais elle l'a jamais fait. Donc, si on résume, pour la maman, c'est la faute des enfants, mais pour les enfants, c'est la faute à maman. Bref, chacun se renvoie la balle. Il faut dire que Sandra a divorcé il y a une dizaine d'années. Le père est parti juste après la naissance du petit dernier, et même s'il passe régulièrement à la maison, Sandra doit assumer toute seule l'éducation de ses 3 enfants. Il n'y a jamais eu de papa présent à la maison, mais ils ont un papa qui passe de temps en temps à la maison, qui lui, quand il voit le bazar, les fait ranger. Mais autrement, le reste du temps, ils en ont strictement rien à faire, quoi. Je m'en fiche, tu vas le ranger près de ton lit. L'ordinateur, c'est trop fragile. Quand Sandra tente de faire ranger l'appartement, c'est sans trop se presser que les enfants obtempèrent. Du coup, il faut parfois employer les grands moyens pour motiver ce petit monde. Puisque tu veux pas écouter, de toute façon, moi, tout ça, ça part à la poubelle. Allez, hop. Non, pas tais-toi à la poubelle non plus. Allez, hop, tous les nounours poubelle. On fait de l'autorité, c'est-à-dire qu'ils rangent le jour où il faut ranger parce qu'il y a du monde, et le reste du temps, ils s'en fichent. Très vite, tout redevient donc exactement comme avant. Alors là, c'est la chambre du petit, qui s'appelle Pierre-Baptiste. C'est un bureau, mais où il ne travaille jamais. C'est leur espace de rangement, de bazar. À présent, essayons de trouver la cuisine. Facile, il suffit de suivre les restes de repas répartis dans toute la maison. Sauce, confiture, chips, fruits pourris et aliments non identifiés. Et voilà cette fameuse cuisine, un vrai musée de la vaisselle sale où les détritus finissent plus souvent à côté de la poubelle qu'à l'intérieur. Mais il faut avouer qu'il est bien difficile de savoir où se trouve exactement la poubelle en question. À l'autre bout de l'appartement, la chambre d'Emmanuel, l'aîné des enfants, celui qui, théoriquement, devrait donner l'exemple. Seulement voilà, que peut bien signifier faire le ménage pour un adolescent de 14 ans? Eh bien visiblement, rien du tout. Oh bah c'est un vrai sou, mais il y a de tout. Il y a des verres, il y a du lait, il y a des tasses, c'est tout ce que vous voulez. Ses chaussures, ses fringues sales. Mais je ne prends ses vêtements que quand ils sont arrivés jusqu'à la machine à laver. Et j'estime qu'à 14 ans, il peut faire son ménage. Depuis des années, Sandra fait son possible pour faire obéir ses enfants, mais en vain. Aujourd'hui, elle est complètement débordée et ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Si chacun s'y mettait un petit peu, je pense qu'on pourrait y arriver. Il faudrait pas qu'il y ait que 2 mains dans la maison, mais il faudrait que les 8 mains de la maison s'y mettent. Et je pense qu'on s'en sortira un peu mieux. Dans les jours qui viennent, Sandra va faire appel à une coach familiale, une spécialiste des relations et de l'organisation qui a la ferme intention de remettre de l'ordre dans la maison. Ça, c'est la poubelle à descendre. Elle t'a demandé quand de descendre le sac poubelle? 10 minutes? Sandra veut changer de vie, mais saura-t-elle enfin faire preuve d'autorité avec ses enfants? Arrête! Et parviendra-t-elle pour une fois à ranger et nettoyer entièrement son appartement? Changement de décor. Nous sommes à Saint-Denis, en banlieue parisienne, chez Marie-Laure et François. Mais ce samedi-là, je travaille pas. Je te connais, là, tu vas pas... Marie-Laure est ce que l'on appelle une acheteuse compulsive. Elle éprouve un besoin irrépressible d'acheter des choses dont elle n'a souvent aucun besoin. Venez voir, approchez, voilà. Par exemple, si les femmes françaises possèdent en moyenne 8 à 9 paires de chaussures et les hommes 5, Marie-Laure, elle, en possède plusieurs centaines. J'ai pas compté, je pense qu'il y a environ combien de paires de chaussures, là? Une centaine. Elle vous a dit qu'elle a environ 150 paires de chaussures. Moi, je dirais il y a au moins 400 à 500 paires de chaussures. Je pense qu'il n'y a pas tout ça, non, je pense oui. pas. Oui, sans compter ceux qui sont là. Ouais, mais en plus, elle les porte, il y a des chaussures qu'elle n'a même pas le temps de porter ou qu'elle les porte une fois seulement. Et ce n'est pas tout. Marie-Laure accumule aussi les sacs à main. Les sacs, voilà, on va parler des sacs. Oh là là, c'est trop. Les sacs, regardez les sacs. C'est trop. Je sais pas quoi faire. Je pense que je dois rencontrer un spécialiste dans ce domaine parce que je dépense trop. Vous voyez là? Je les porte une fois et après je les laisse. Et même chose pour les vêtements dont beaucoup n'ont jamais été portés. Ici, il y a plein d'habits
que je mets même pas, des trucs que j'achète. Regardez, il y a même les étiquettes. J'envahis la mort des enfants. Surtout ma grande fille, elle peut plus supporter ça. Elle en a marre. Arrête de dépenser des sous, tu es endetté, il faut penser à demain sans arrêt. Mais moi, je ne comprends pas. Marie-Laure n'en a jamais assez. Parmi ses dernières acquisitions inutiles, un écran plat et un four à micro-ondes. Je prends grand, moi. Tout en grand. Ça me plaisait, j'étais au magasin, j'avais déjà un peu petit, hein. J'ai dit non, il me faut un plus grand. Ouais, le four à micro-ondes, j'ai commandé un four à micro-ondes, je l'ai même pas utilisé. Je sais pas pourquoi, j'ai commandé, j'ai regardé, j'ai dit tiens, ça va avec ma cuisine, c'est jaune. Je l'ai commandé à cause de ça. Du coup, j'ai 2 fours à micro-ondes jaunes. C'est pour le décor, ça va avec tout dans la maison, tout est en jaune, vous voyez, tout est en jaune. Il y a du jaune partout. J'adore le jaune. Marie-Laure a 47 ans et François a 49. Ensemble, ils ont eu 6 enfants, dont 4 encore à la maison. Stéphie, 21 ans. Chané, 13 ans. Chelsea, 10 ans. Et Aaron, le petit dernier, 5 ans. François fait ce qu'il peut pour limiter les dépenses de Marie-Laure, mais avec Internet, c'est devenu mission impossible. Là, c'est quelque chose qu'elle va acheter encore. Hein. Quelque chose qu'elle avait déjà vu, et puis voilà. Toujours pareil, elle n'a pas besoin de ce truc-là, mais il faut qu'elle l'achète. En désespoir de cause, comme il le fait parfois, François appelle sa fille aînée, Stéphie, à la rescousse. Ah non, c'est bon, ouais, c'est vrai, t'as des chaussures rouges en plus. T'en as plus. Non, mais j'ai pas ce modèle. Et t'as reçu une paire de chaussures rouges hier. J'aime pas. Mais Stéphie, hélas, n'est pas beaucoup plus convaincante que son père. J'essaye des fois de la raisonner, mais c'est dur, elle écoute pas, parce que quand elle a une idée, quand elle veut acheter quelque chose, je pense que personne ne peut l'arrêter. Hein. Ah ouais. Tout le monde essaie de la raisonner de toute façon, mon père, mes sœurs, moi, mais elle écoute pas. Comme ça, par exemple, je lui dis pas le commander, je suis sûre que demain soir ou après-demain, on va tous dormir, elle va le commander. Et après, on va les voir arriver. Elle vient en cachette la nuit. Ouais, voilà, quand on est tous couchés, vers minuit, 1h, elle est sur le net et elle commande. François travaille dans une entreprise de nettoyage et Marie-Laure à la poste. Leur de salaire cumulé représente moins de 2500 € par mois. Avec 4 enfants à élever et à cause des dépenses de Marie-Laure, leurs finances sont dans le rouge. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble, mais rien à faire. Je sais pas. Pour moi, ça s'empire. Ça me touche quand il me parle comme ça me fait mal, mais je sais pas si je pourrais changer. Je sais pas. Je sais pas. Et ça fait des années qu'il me parle, qu'il me dit, mais je comprends pas. Je sais pas la solution. Désormais, face au désarroi de son mari, face aux dettes qui s'accumulent, Marie-Laure va devoir arrêter au plus vite de dépenser sans compter l'argent du ménage. Toujours dans le rouge, quoi. On va jamais s'en sortir, hein. Bon, j'ai mis 300. Ça te convient, 300? C'est trop? Mais sera-t-elle capable de maîtriser ses envies et saura-t-elle enfin retrouver la confiance de son mari? Et toi aussi, tu vas me faire une séquence de jalousie. Nous sommes à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Jessica et Bernard ont l'air d'un couple sans histoire, comme il en existe beaucoup. Pourtant, il n'en est rien. Entre eux, les disputes sont continuelles. C'est bon, il y en a marre de regarder comme ça. Je regarde pas. Bah si. Bah non. Bah je t'ai vu faire, donc limite ton petit sourire là. C'est bon. Je te fais des films. Bah non, je me fais pas de film, mais je t'ai bien vu. Jessica ne supporte pas que Bernard regarde les jeunes filles qui passent. Si, je l'ai vu, t'as regardé. Bah non. Bah si, moi je t'ai vu. Bah non, je te dis que non. Bah arrête, regarde le sol quand tu vois une fille passer à côté de toi, puis c'est tout. Bah ouais, bah t'apprécierais pas si je ferais pareil sur un garçon, je pense. C'est juste un regard, hein, c'est pas... Et même. Après, la fille, elle te regarde, elle te fait un sourire, toi t'es tout content, c'est bon. Jessica a beau savoir que sa jalousie est excessive, elle ne parvient pas à se contrôler. Chez elle, le soupçon est permanent, elle est persuadée que Bernard n'a qu'une idée en tête, la tromper. Ils ont pourtant tout pour être heureux. Une jolie maison au Cluseau dans la campagne vendéenne et 3 beaux enfants, dont 2 filles et un garçon. À 22 ans, Jessica, qui poursuit un CAP coiffure, est en congé parental, tandis que Bernard, 26 ans, est chauffeur-livreur. Mais cette jeune mère de famille, qui s'occupe toute la journée de ses 3 enfants, consacre aussi beaucoup de temps à espionner son compagnon Bernard, pendant qu'il est à son travail. Il faut dire qu'elle a bien des raisons de s'inquiéter. Ce matin, une fois de plus, elle constate que Bernard conserve des relations pour le moins ambiguës avec son ex. Alors, ce qui s'est passé ce matin, c'est que j'ai voulu aller sur mon Facebook, sauf que sur le Facebook connecté était celui de Bernard. J'ai regardé les notifications qu'il avait, il y en avait 2 nouvelles, et c'était son ex et celle qui
qui essaye de mettre la zizanie dans notre couple. Et donc, ça, c'est tous les messages qui s'envoient entre eux. L'historique des conversations montre en effet que Bernard n'a jamais totalement coupé les ponts avec son ex. Une ex qui se fait d'ailleurs de plus en plus insistante. Il est 13h30, Bernard rentre de son travail, Jessica l'attend de pied ferme, bien décidée à obtenir des explications. J'ai été sur ton profil ce matin et j'ai vu que elle avait été aussi. Et qu'elle avait aimé des photos de toi. Elle t'a encore envoyé un message quand même aujourd'hui. Ah bon? Oui. Et franchement, ça me plaît pas du tout. Comme quoi elle t'aime, elle t'attendra tout le temps, qu'elle veut construire quelque chose avec toi. Bah ouais. Moi je fais rien, je te dis. C'est... Mais admettons, il y a un gars croire quelque chose. Oui, mais je suis d'accord avec toi. qui m'envoie les mêmes messages. Non mais qui m'envoie les mêmes messages, comme je t'aime, je t'aimerai toujours, je t'attendrai. Non, mais elle a pas envoyé ça non plus. Ah bah attends, je vais te faire montrer, regarde. Attends, j'ai les preuves en plus. Je serai toujours là pour toi, ça t'as pas oublié. Regarde. Je voulais te dire, je t'aime et je t'aimerai encore longtemps. Je comprends si tu veux rester avec ta copine. La fille, elle t'aime. Je sais pas, mais ce que tu comprends pas, c'est que ça me fait mal. Enfin, tu veux dire, je te mets pas à ma place des fois quand je vois des messages comme je t'aime et tout. Je me dis, attends, ça se trouve, je suis en train de le perdre, comme les messages qu'elle m'envoie. Oui, de toute façon, t'es en train de perdre ton mec. Comme quand un jour, elle t'a envoyé, ouais, viens m'essayer, après tu voudras plus de ta copine. Bah, elle se prend pour qui? Elle se prend pour une bombe de sexe ou quoi, elle? Non, mais je te dis, faut qu'elle arrête. Faut qu'elle arrête. Pour moi, c'est pareil, ça me fait mal que tu penses ça de moi. Moi, je sais que c'est avec toi que je veux être. Comme j'ai déjà dit, t'es la femme de ma vie, t'es la mère de mes enfants, donc je vois pas pourquoi tu t'imagines des choses comme ça, alors que je pense que je te l'ai dit assez souvent que je t'aimais, que c'était avec toi que je voulais. Bernard le sait, comme tous ceux qui souffrent de jalousie maladive, Jessica trouvera toujours assez d'indices pour s'inquiéter et imaginer le pire. Mais elle commence à s'en rendre compte. Mais des fois, quand j'en parle avec des amis, ils me disent « Oui, t'es complètement folle d'être comme ça. » Je veux dire... Mais j'en rigole. Parce que je me dis, tant que je me vois pas, en fait, je peux pas vraiment réagir. Je pense qu'il y a plus... que notre couple n'existe plus, quoi. On est ensemble pour les enfants. Puis il y a plus de moments de tendresse, il y a plus tous ces moments qu'on avait au début, quoi. Par moments, même très souvent, je pense à partir, quoi. Dans les jours qui viennent, Jessica, qui manque cruellement de confiance en elle, va devoir se remettre en question. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on se sépare de toute façon. Son objectif, obliger Bernard à couper les ponts avec sa meilleure amie. Mais Bernard arrivera-t-il à faire des compromis? Et c'est pas que j'ai pas confiance en toi, le problème c'est que j'ai pas confiance en elle. Tu m'as déjà dit qu'elle a essayé de t'embrasser quand vous avez été boire un verre ensemble. Avec 3 enfants en bas âge, ils savent tous les deux qu'ils vont devoir tenter l'impossible pour sauver leur couple. À Toulouse, Aurélien et Élodie sont en pleine scène de ménage. Pourquoi tu t'énerves pour ça? Ça me gonfle, ça me gonfle. Tu peux t'expliquer gentiment. Ça me gonfle parce que toi, tu me dis que tu fais bien les choses, le four était pourri, dégueulasse, complet. Il a fallu que ce soit moi qui le fasse. Comme d'habitude, c'est un infime détail qui a déclenché la colère d'Aurélien, une petite tache sur la vitre du four. La vitre, ça. Oui, j'ai compris. Je comprends pas, il va falloir que tu m'expliques comment tu fais pour la nettoyer. Sérieusement, il va falloir que tu m'expliques comment tu fais. C'est moral, je fais ça, tu vois. Là, tu frottes un peu. Ça rien, ça part le bordel. Non mais déjà, il faut du produit. Une fois de plus, et comme chaque jour depuis 3 ans, Élodie se fait gronder comme une petite fille. Une humiliation qu'elle supporte stoïquement pour ne pas envenimer les choses. Ce matin, t'as su me dire que je faisais jamais le ménage et quand je le faisais mal. Hein? En attendant, regarde, quand moi je le fais, bizarrement, à la fin, ça fait pas de traces. Après, toi, non, ça va pas. J'ose plus lui dire quoi que ce soit parce que j'ai peur qu'il se mette à crier, qu'il se mette en colère. J'ai peur d'aller faire les magasins avec lui, par exemple. Souvent, je lui pose pas la question, je vais faire les soldes sans lui. Parce que j'ai peur que dans les magasins, il me fasse une crise, que les gens ils se disent « Oula, mais qu'est-ce qu'il a celui-là » Aurélien a un caractère incontrôlable et des réactions qu'il a lui-même beaucoup de mal à comprendre. 10 fois par jour, une simple tâche ou une remarque anodine peuvent remettre son couple en question.
Arrête. Ah non. Là, t'es de mauvaise foi. Je suis de mauvaise foi. Je suis de mauvaise foi. Je suis de mauvaise foi. En partant, j'entends dire, de toute façon, c'est de la mauvaise foi ou je sais pas quoi. Et alors là, c'est au contraire de me refaire redescendre. Alors là, ça repart. Tu te fous de ma gueule. Non, attends. Combien de fois je suis rentré, tu me casses les couilles à me dire, ah, tu me dis même pas bonjour, tu me dis ni merde, ni rien, tu me dis, ah, t'as même pas vu que j'ai fait le ménage. C'est vrai que c'est pas évident, pour elle, ça va pas être évident à gérer, quoi. Surtout que quand je monte, quand je grimpe comme ça, l'énervement me monte, y a rien qui me calme, quoi. Je suis dans une bulle et j'explose. Arrête, laisse-moi finir ma putain de phrase. Mais... Tu parles. Oui. Je te laisse te laisser parler. Moi, j'essaie de te dire quelque chose et tu vas me couper. On arrive même à des excès de violence tellement il se contient plus. C'est arrivé qu'il balance une chaise. Bon, c'était pas sur moi qu'il voulait le faire, tout ça, mais c'était vraiment, il se contenait plus. Et voilà, les traces sur le mur, quoi. Aurélien le sait, chaque nouvelle colère le mène tout droit vers la séparation. À croire qu'il y a que moi ici qui a des problèmes. Je te jure, c'est fou. Bien souvent, c'est auprès de sa mère, qui vit à Moissac, près de Toulouse, qu'Aurélien va alors chercher du réconfort. Super, quoi, j'en quitte un pour tomber sur un autre. Allez. Mais putain, ça vite maintenant. Abruti, va. Ah, mais forcément, tu vas à droite, tu vas me suivre, tu vas me faire chier jusqu'au bout. Aurélien aimerait trouver enfin des explications sur ce défaut qui le tient depuis l'enfance. Ça va ? Oui, et toi? La mère d'Aurélien, jeune retraitée, ainsi que sa grand-mère et son grand-père, 85 ans tous les deux, n'ont jamais trouvé le moyen d'adoucir son caractère, sauf une fois. Chaque jour, il rentrait de l'école, j'allais le chercher, moi, puisque ça pouvait travailler. Il arrive ici, les nerfs me prennent, je te dis, putain, il y avait justement ma petite fille, là, qu'elle est aussi à sortir de l'école, elle a tellement eu peur qu'elle a été s'enfermer dans les cabinets. Je lui en ai foutu une, ça a été fini. Mais il a reçu une correction, et moi je pleure. Je lui ai dit, maintenant tu sauras pourquoi tu pleures, lui. Et malgré cela, voilà déjà 25 ans que ça dure. Pour Aurélien, il est temps de changer, car comme il le révèle à sa famille, la situation avec Élodie est devenue critique. Quand elle m'a dit, si tu continues comme ça, je me barre, c'est fini entre nous, ça m'a fait réfléchir, quoi. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer à pousser des gueulantes, à râler, et de perdre la personne que j'aime, quoi. Je sais pas ce qu'il peut faire. C'est lui qui doit faire un travail sur lui, apprendre à gérer ses émotions quand ça monte. Faut qu'il apprenne à gérer ça, quoi. Et alors, que faire? L'assommer, je sais pas, mais il est trop grand maintenant. Pour sauver son couple, Aurélien va devoir se remettre en question. Des épreuves difficiles s'annoncent, non seulement pour lui. J'ai du mal à te l'avouer. Oui, ça c'est sûr, je le savais. Mais également pour sa mère. Eh mais ça va pas, non? Ça c'est brusque. N'importe quoi. Ça c'est brusque, hein. Ainsi que pour sa compagne Élodie. Tu verras qu'on peut être zen. Ouais. Prendre une chose cool. Retour à Orléans. Il est 7 h du matin, l'heure pour Sandra de réveiller sa petite tribu. Premier souci dans cet incroyable capharnaüm, trouver des vêtements. Ensuite, trouver quelque chose à manger. Je cherche mes chaussures. Finir de s'habiller, puis mettre les cheveux de sa brosse sur la table du salon. Trouver les devoirs de Pierre-Baptiste à rendre à l'école impérativement ce matin. Parce que ça c'était rangé hier. Ça c'était à côté de l'ordinateur. Préparer son cartable au tout dernier moment sans trop se presser. Et enfin, partir à l'école. Une fois de plus, pour Sandra, la matinée aura été épuisante, d'où son impatience de rencontrer la coach familiale qui va l'aider à reprendre les choses en main. J'ai rendez-vous avec la coach cet après-midi et bon, on verra bien ce que ça donne, quoi. En espérant que tout le monde y mette du sien pour qu'on arrive à avoir une vie plus sympa. Il est 16 h, les enfants sont rentrés. Sophie Delvigne, la coach familiale, arrive sur place. Depuis des années, Sophie accompagne des personnes qui, comme Sandra, veulent reprendre le contrôle de leur vie de famille. Bonjour. Mon Dieu.
Je sais pas où poser ça. Les présentations sont faites, la visite de l'appartement peut commencer. Là, vous avez commencé à faire du tri déjà, il y a une poubelle. Oui, c'est celle que le grand garçon va pas... Je lui ai demandé de descendre. Ça, c'est la poubelle à descendre. Elle t'a demandé quand de descendre, le sac poubelle? 10 minutes? Donc t'as pas trop de retard encore, oui. Alors, des boules de Noël. Bah, autant qu'on Ça, c'est... Alors... Ah, c'est extraordinaire. Mon fils mange sur l'ordinateur. Comment vous... Ah là là. Bon, on s'y retrouve, hein. Le travail du coach familial, c'est déjà de faire une observation. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir chaque membre de la famille, et obtenir le ressenti de chacun. Sophie n'en revient pas. Elle se demande comment le quotidien de la famille peut s'organiser dans un pareil désordre. Donc ça, c'est le coin de la fille. Donc comme elle plie ni ses couettes, ni ses nounours, donc il doit y avoir une dizaine dans le canapé. Oui. Parce qu'elle a 12 ans, mais ça dort encore avec des nounours. Hein. Oui. Mais ça, je peux comprendre, ça doit la rassurer, parce que c'est un peu angoissant, là. Hein. C'est incroyable, Sandra. Je suis sans voix, sans bras. C'est déconcertant. C'est déconcertant, c'est affolant. Comment on peut vivre? Comment c'est possible, quoi? Comment on peut vivre là-dedans? Mais ils travaillent où tous, vos enfants? J'ai du mal à comprendre, là, parce que là, c'est pas sur possible. La table de la cuisine ou sur la table du salon qu'on s'est rangé. Ça, c'est les toilettes. Bon, les toilettes, ah bah, il y a aussi du bazar dans les toilettes. Oh non, mais comment c'est possible? C'est inimaginable. Mais et à côté du lave... Qu'est-ce que c'est ça, Sandra? Ça, c'est le souk de tous les produits d'entretien de la cuisine. Non, mais c'est à jeter, enfin... C'est un mélange. Moi, j'ai envie de prendre un sac poubelle. Ah, ça... Je vais faire des économies sur les produits d'entretien, Sandra. Il est temps à présent pour Sophie de passer un petit moment avec chaque membre de la famille, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Manu, l'aîné, révèle que le désordre ambiant ne fait que refléter un problème de communication. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ma mère est très... pas susceptible, mais à part un peu au quart de tour, en fait. Du coup, pour aller parler, quelqu'un qui s'énerve dès qu'on lui dit tout n'importe quoi, bon, ben... ça donne pas spécialement envie. Oui, donc tu laisses tomber, quoi. Et vous savez demander des choses sans râler aussi, ou? Ah oui, je leur demande gentiment. Après, je râle quand ça va pas. Par moment, on sent bien. Alors, ça vous fait craquer ou pas? Non, vous craquez pas quand vous râlez, là, justement. Non, je râle à mon coup. Après, s'ils font pas, je leur mets tout dans un sac poubelle et débrouillez-vous. Hein. On a fait les coups des sacs poubelles aussi. On a descendu des jouets. Donc, tranquille, c'est cool, quoi. Oui, quand même, ils ont de la chance d'être avec une mère cool. Ça, c'est clair. Je pense que c'est une maman, elle adore ses enfants, elle a envie d'être cool avec eux, d'être... Alors du coup, évidemment, elle se laisse dépasser, elle se laisse déborder. Arrivé un moment, forcément, ça explose. Et puis là, on arrive à des crises, du coup, d'autoritarisme, et non plus d'autorité, pour moi, d'autorité bienveillante. Et c'est en discutant encore avec Sandra que Sophie découvre l'origine de son problème d'autorité. Ce côté-là, cette faille, on va dire ça comme ça, comment vous la ressentez, vous? En fait, je pense que c'est déjà à la base une rébellion. C'est-à-dire que j'ai tellement vécu dans une maison où mes parents étaient tout ordonnés, chez ma mère, il n'y a rien qui bouge, on sait tout où c'est. Et si vous voulez, on passait, il fallait sortir que quand la maison était rangée. Le problème, ça n'était pas seulement, il n'est pas seulement dans le bazar général, dans le désordre de la maison. Hein, on s'aperçoit que il est aussi dans l'autorité, enfin plutôt le manque d'autorité et de cohésion de la famille. Dans les jours qui viennent, sous la houlette de Sophie, toute la famille va donc apprendre à mieux communiquer afin de retrouver sa cohésion. Mais Sandra parviendra-t-elle à imposer son autorité à ses enfants et à remettre ainsi de l'ordre dans la maison? Tu m'écoutes? Le canapé, il faut le retourner. Tu m'écoutes? Donc on va demander à Manu, qui est plus costaud, Emmanuel. Retour en région parisienne où nous retrouvons Marie-Laure, acheteuse compulsive. Comme tous les samedis, elle se rend en compagnie de ses filles Stéphie et Chanet dans son centre commercial préféré. De voir les magasins, je me sens bien. Ça me donne de l'énergie et j'ai envie d'acheter. J'ai envie d'acheter quelque chose.
Mais cette fois, elle va essayer de dépenser moins que d'habitude. Et c'est à Stéphie que va revenir la lourde tâche de la surveiller. Elle nous attend pas, elle fonce, elle rentre partout. Des fois même on la perd, Chana et moi. Et puis après on l'appelle pour lui dire t'es où Il faut dire que dès qu'elle met les pieds dans une galerie commerciale, Marie-Laure voit ses bonnes résolutions s'envoler. Là, je regarde. J'ai envie d'acheter, mais quand même, il y a des promotions. Je peux l'essayer. La grosse bague en argent. On revient à 50 ou j'essaye des fois de la raisonner, lui dire mais non, mais t'en as pas besoin, je peux t'en passer et tout. Quand elle veut acheter quelque chose, elle écoute personne de toute façon. Quand elle a une idée, elle écoute pas. Hein. On peut pas l'en empêcher même si on essaye. Madame, s'il vous plaît, vous êtes vendeuse? Excusez-moi, bonjour. Le prix, c'est fait déjà ou bien la réduction? Ça se fait en caisse. Ah d'accord. Ok, merci. Oh, il y a la remise, c'est fait en caisse. Stéphie aimerait dissuader sa mère d'acheter des chaussures dont elle n'a pas besoin. Une mission impossible en période de solde. Elle m'empêche d'acheter, mais non, voilà, ça me plaît, je veux l'acheter. Je peux pas résister. Chaussures, bijoux, en à peine 30 minutes, Marie-Laure a déjà dépensé 150 €. Et ce n'est pas fini. C'est quoi? Et on y va. Faut qu'on aille ailleurs, là, parce que l'heure y passe. Comme la plupart des acheteuses compulsives, tout ce qui intéresse Marie-Laure, c'est de dépenser. Le plus souvent, je viens depuis le matin ici, depuis vers 10h jusqu'à 19h le soir, pour faire tous les magasins du centre, pour acheter. Sans exception. C'est tout sans exception. Je fais tout le magasin. Niveau 1, niveau 2. Dans tous les magasins, quitte à acheter des objets dont elle n'a aucun besoin. Par exemple, elle a déjà chez elle un fer à lisser qui fonctionne parfaitement et pourtant dépenser 80 € pour un deuxième fer qui ne servira strictement à rien ne lui pose aucun problème. D'accord. On le met comme ceci et là, d'accord? Voilà, je suis tentée, je l'achète là. Vous voyez? Marie-Laure ne comprend pas ce qui la pousse à dépenser sans raison valable. Mais par le plus grand des hasards, la vendeuse souffre elle aussi d'achats compulsifs, une occasion rêvée de se confier. J'ai supprimé ma salle à manger parce que j'ai le salon et la salle à manger. Oui. Et du coup, j'ai transformé ma chambre en dressing. Voilà. Mais maintenant, j'ai encore plus de place. J'ai tellement d'habits, mon armoire est remplie, mon mari, il est parti, il a été ailleurs dans la chambre des enfants mettre ses habits parce qu'il n'y a plus de place pour lui. J'ai une armoire, j'ai un dressing, c'est rempli. Parce qu'Internet, c'est encore plus facile, on est assis. Voilà, on est livré à domicile. Voilà, ça arrive. Et pendant qu'on attend la livraison, on va acheter. Même si les deux femmes abordent le sujet avec légèreté, dès qu'il est question du compte en banque, le ton change. En fait, moi, j'ai ma grande sœur qui m'aide, heureusement. Elle m'aide parce que toute seule, j'arriverai pas. Parce que même si je mets de l'argent de côté, je vais le retirer aussitôt. Et puis, je dis, voilà, ça y est, j'ai pas touché mon salaire, c'est bien. Le lendemain, j'y vais. Donc, du coup, il y a ma grande sœur qui m'aide, mais je veux pas parler de ça à un psychologue ou quoi. Marie-Laure va passer 2 heures à faire des courses et malgré les rappels à l'ordre de sa fille Stéphie, elle dépensera plus de 400 €. Mon mari va pas être content, ça c'est sûr. En arrivant déjà, je vais rentrer tout doucement à la maison, je vais cacher tout ça quelque part, je vais pas lui montrer. Et c'est après, il verra. C'est après. Il va découvrir après. Voilà. Comme je fais d'habitude. Mais ce que Marie-Laure ne sait pas, c'est que son mari l'attend justement à la maison pour faire les comptes. Car François s'inquiète de plus en plus des découvertes bancaires qui s'accumulent sur le compte du couple. Et il veut mettre les choses au clair. Tout ça, ça me prend la tête, tous ces trucs-là. Ah, mais entre nous aussi, si tu achetais moins de chaussures, des vêtements et tout... C'est toujours pareil. Je suis sûr qu'on allait voir plus clair, hein. Bon, le loyer, 150, hein, c'est ça? Ouais, il y a le loyer, 150, ouais. Très vite, il apparaît que les dépenses dépassent les revenus du couple. En comptant uniquement le loyer, les crédits en cours, les 500 € mensuels d'agio à cause des découvertes et la nourriture, on arrive à un total de 2190 € de frais fixes. Tout leur salaire y passe. On se retrouve toujours dans le rouge, quoi. On va jamais s'en sortir, hein. Il faudrait que tu fasses des efforts un peu pour arrêter d'acheter pendant quelques temps. Mais je vois qu'elle fait pas d'efforts et c'est toujours pareil, c'est toujours des dépenses. Par-ci, par-là et tout, elle n'arrête pas d'acheter et puis c'est tous les jours comme ça. Ce n'est pas la première fois que François tente de raisonner Marie-Laure. Mais rien à faire, plutôt que d'économiser, c'est la fuite en avant. Elle aggrave chaque jour un peu plus son découvert à la banque. Combien de dettes vous avez accumulées? J'en vois même pas, j'ai pas envie de savoir. Je sais qu'il y a des dettes, mais je fais pas attention, je m'occupe même pas de ça. Je vis, ça me prend la tête, je cherche même pas à savoir. Parce que ça m'énerve. Voilà. Moi, je suis prêt à faire des efforts personnellement pour qu'elle puisse changer
Et vraiment, s'il n'y a pas de changement et tout, là, il va falloir qu'on discute vraiment sérieusement pour savoir de quoi sera fait demain pour nous deux. En clair, ce qui attend Marie-Laure, si elle ne change pas très vite, c'est tout simplement la fin de son couple. C'est une maladie, il faut qu'on trouve une solution parce que tu sais... D'autant que François va bientôt découvrir sa toute dernière folie, un emprunt à la banque de 26 000 €. Comment va-t-il réagir et comment Marie-Laure fera-t-elle face à cette nouvelle crise conjugale? Retour en Vendée chez Jessica, plus que jamais tourmentée par cette jalousie envahissante qui est en train de détruire son couple. Pour trouver une issue, ils se rendent à Nantes où un psy a accepté de les recevoir. Ce que j'attends surtout, c'est beaucoup d'aide en fait. Pour que j'arrête d'être jalouse et que j'arrête de le surveiller. Que je le laisse vivre en fait. Pour ce premier contact, le psychologue, fondateur d'un café psy, leur a donné rendez-vous dans un café. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Frédéric Lemoulec est un psychopraticien spécialisé dans la gestion des émotions. Phobie, panique, manque de confiance en soi, stress et bien sûr les problèmes de couple liés à la jalousie, sachant qu'il y a 2 types de jalousie. Il y a un fond, il y a certains psys qui parlent de jalousie verte et de jalousie noire. La jalousie noire étant le nec plus ultra de la jalousie et la jalousie verte étant admise comme normale. Elle peut aboutir à des petits conflits, mais elle est vivable, elle est gérable et elle aboutit rarement à des ruptures. La jalousie dite noire, en revanche, prendrait souvent son origine dans l'enfance. Les parents de Jessica se sont séparés à plusieurs reprises et cela a sans doute joué un rôle important. Comment vous l'avez vécu? Vous aviez quel âge à ce moment-là? La première séparation, je devais avoir 3 ans, 3-4 ans. Et la deuxième, j'avais 12 ans. Mais quand mes parents étaient ensemble, c'est pareil. J'avais mes parents, soit ils travaillaient tous les deux, ou soit ma mère elle s'occupait pas beaucoup de nous, quoi. On allait à l'école seul, on rentrait de l'école seul. Ça a été un événement pour vous très important. Et comme tous les éléments qui ont de la valeur, de l'importance, ils peuvent nous fragiliser. Fragilisée par son enfance solitaire et les disputes parentales, ce n'est toutefois que très récemment que Jessica est devenue jalouse. Tout a commencé il y a 6 mois. Alors que son couple traverse une période de routine et d'ennui, elle propose à Bernard de faire un break. Celui-ci décide alors d'aller habiter pendant 1 semaine chez son ex, devenu entre-temps sa meilleure amie. C'est à ce moment-là, du jour au lendemain, que pour la première fois, Jessica se découvre jalouse. Pour moi, il m'avait tout de suite oublié, il m'aimait plus. Enfin, je veux dire, il en avait plus rien à foutre. J'existais plus, quoi, pour lui, parce que quand je le voyais même venir l'après-midi chercher les enfants, il était toujours bien habillé, bien coiffé, il était parfumé. Comme je te dis, avec moi, tu ne le fais pas. Et c'est comme il s'était acheté des nouveaux vêtements, il avait été chez le coiffeur. Comme je te dis, Aïe, ta nouvelle copine, je suis allée bien, elle t'emmène chez le coiffeur, elle va te payer des habits, ça va. À partir de là, les soupçons ne vont plus cesser. Il faut dire que Bernard, de son côté, ne fait rien pour arranger les choses. J'en ai peut-être un petit peu joué, c'était aussi pour la faire réagir, peut-être un petit peu la rendre jalouse pour qu'elle voie que... Même moi, voir si elle tenait vraiment à moi, qu'elle m'avait pas quitté comme ça pour rien. Donc, moi, j'en ai peut-être un petit peu trop joué. Lorsque le couple se reforme, la jalousie de Jessica ne fait qu'empirer. La jeune femme se met à fouiller les poches des vêtements, à surveiller ses comptes internet, messagerie, téléphone, elle y consacre la majeure partie de son temps. Donc je surveille les mots de passe par rapport... en fait, il les a changés plusieurs fois et à chaque fois, je trouve une excuse pour avoir ses mots de passe. Et sur tous ses comptes, il met le même mot de passe. Donc si j'en ai un, j'ai les autres, forcément. J'étais obligé de l'accéder parce que j'avais pas le choix, sinon c'était des crises pour moi inutiles. J'en avais marre que tous les jours d'avoir des disputes à cause de ça, quoi. Juste pour un mot de passe ou pour un message. Donc du coup, je la laisse faire. Plus Jessica est jalouse et plus Bernard se confie sur Internet à sa meilleure amie. Du coup, la vie à la maison se dégrade. Bernard dort de plus en plus souvent sur un matelas dans la chambre des enfants. À présent, il pense sérieusement à s'en aller. Au fil de la consultation, Frédéric Lemoulec repère une des causes possibles de la jalousie de Jessica, son manque de confiance en elle. Comment vous vous voyez, vous? Moi? Ouais. En ce moment? Si vous étiez... je vais faire de la fiction, hein, bien sûr. Si vous étiez un homme, par exemple, comment vous verriez Jessica? Est-ce qu'elle vous plairait? Est-ce que... Non. Non?
Non, ben non. Pourquoi? Bah, je sais pas. Déjà, je me trouve pas belle physiquement, donc déjà, ça peut pas marcher. Moi, je le savais qu'elle se trouvait pas belle, donc par des petits reproches qu'elle me disait, tu me dis pas assez souvent que t'es belle. Ou... Et elle vous demande ça parce que elle a besoin de se rassurer en fait. Bah oui, parce que elle se trouve moche. Donc la cause, c'est il faudrait travailler ça. En fait, la jalousie est une manière de se réfugier, de fuir l'objet dont on a peur. Et là, l'objet dont Jessica a peur, c'est l'image, sa propre image, physique, personnelle, intellectuelle. Aujourd'hui, Jessica a fait un premier pas, mais d'ici les prochaines consultations, elle aura encore beaucoup à faire pour se débarrasser de sa jalousie. Il va falloir apprendre à vous regarder autrement et à vous regarder plus justement. Moi, je vois pas quelqu'un de moche, par exemple. Donc, il va falloir justement poser un vrai regard sur vous et pas un regard faussé où vous voyez que le côté négatif. Au revoir, Jessica. Au revoir, Bernard. Merci. Hein. Malgré leurs efforts, Bernard et Jessica parviendront-ils à trouver le chemin de la réconciliation? T'es prête à changer? Ben, je vais essayer. Comment vont-ils affronter cet événement inattendu qui va brusquement modifier le cours des choses? De son côté, comment Aurélien réagira-t-il dans quelques instants quand il découvrira avec sa mère l'origine cachée de ses crises de colère? Putain, tout cela, ta merde! Sandra, de son côté, arrivera-t-elle à imposer son autorité à ses enfants pour remettre de l'ordre dans sa maison? Et vous savez demander des choses sans râler aussi, ou? Quant à Marie-Laure, notre acheteuse compulsive, comment va-t-elle faire face à ses dettes et à la colère de son mari? Vraiment, t'es vraiment folle. C'est alors qu'il conduit sa mère, Josiane, chez lui à Toulouse, que nous retrouvons Aurélien. À cause de ses crises de colère, notre râleur compulsif est en froid avec sa compagne. Seule sa mère supporte encore son caractère impossible, même s'il la met parfois à rude épreuve. J'aime pas ta façon de conduire, t'es brute. Quand tu conduis. Je suis pas brusque, là. Tu peux pas dire que je suis brusque. Non, à peine. Eh ben, mais ça va pas, non? Ça, c'est brusque. C'est n'importe quoi. Ça, c'est brusque. J'essayais quand même de faire attention, non? Ça me gave quand tu fais ça. Oui, ben moi, ça me gave quand on me dit, putain, j'essaie de faire attention, de conduire doucement et tout. Et après, toi, tu veux me dire, t'es brusque, putain. Faites des enfants qui disaient l'autre, vous serez heureux. Aujourd'hui, Aurélien souhaite que sa mère, Josiane, visite l'appartement dans lequel il vient d'emménager avec sa compagne. Voilà, salle de bain, que j'ai pas rangé parce que je sors tout juste de la douche. Ça m'étonne pas. Pour le fils, ce sera sans doute un bon exercice de self-control face aux petites réflexions maternelles. C'est mini-mini, hein? Bon, mais là, besoin de rangement, là, déjà. Un peu, j'avoue. T'as fait le lit? Ouais, quand même. Wow. La chambre, et après cuisine. La cuisine est bien, elle est sympa. Pour Josiane, cette petite visite sera surtout l'occasion de faire le point sur les crises de colère qui sont en train de détruire le couple d'Aurélien. Il est raide. Ah. Et comme ta voiture. Une longue conversation s'engage. D'après Josiane, si Aurélien a toujours eu du mal à maîtriser ses émotions, c'est pour une raison bien précise. Il a beaucoup souffert de l'absence de son père, je pense. Elle pense que les colères d'Aurélien seraient en fait dirigées contre ce père qui est parti quand il était petit. Et c'est sûr qu'il a un vide à quelque part, et bon, pour le combler, c'est pour ça que couper le cordon avec lui, j'ai du mal, parce que il me semble que quelque part j'ai raté quelque chose, quoi. Aurélien a retrouvé son père très récemment en cachette de sa mère, de peur qu'elle ne se sente trahie. Mais à présent, le secret est trop lourd à porter et il a décidé de tout lui dire. Mais mon père, c'est vrai que je suis allé le revoir, ça fait j'ai du mal à te l'avouer. Mais tu me fais pas aucun mal, là, au contraire. Hein. C'est bien que tu reconnaisses tout ça. Après, c'est vrai que j'avais tellement peur de te faire du mal en te disant, voilà, je suis allé revoir mon père. C'est vrai que, ouais, il y a un vide, quoi, Ah ben ça, c'est sûr, c'est un vide. Une mère ne peut pas être père et mère en même temps, c'est pas possible. Pour Josiane, ce n'est pas un hasard si cette conversation à cœur ouvert a lieu précisément au moment où Aurélien s'engage dans sa vie d'homme. Ben, je pense aussi que de se mettre en couple, comme il se met là maintenant, et voir que Élodie compte beaucoup pour lui, et qu'il peut être père à son tour.
C'est vrai que si, c'est vrai que si le jour où j'aurai un enfant, j'espère que voilà que je serai là, que ça se passe pas. J'ai pas envie de. T'as pas envie de faire vivre à ton fils ou à ta fille ce que toi t'as vécu. Oui. Dis-toi que maintenant t'as une nouvelle vie. T'as Elodie, vous êtes en train de construire quelque chose. Il te faut rien gâcher, rien. Alors parti comme c'est, je pense que c'est sur la voie de guérison, on va dire. Ah ben dis donc, ça c'est une nouvelle. Alléluia, je vais aller à Lourdes. Le soir même, pour tenter d'arranger les choses avec Elodie, Aurélien décide de l'emmener dîner. Plusieurs de leurs amis communs sont aussi du rendez-vous. C'est bon, on peut y aller. Connaissant la conduite très virile d'Aurélien, Elodie a pris l'habitude de s'asseoir à l'arrière, comme dans un taxi. Déjà, si j'arrive pas à mettre ma truc, moi. De là, elle pourra observer ce soir la capacité d'Aurélien à se contrôler au volant, mais elle sera vite déçue. Allez, putain, pousse là ta merde. C'est casse-couille. Oui, c'est casse-couille, mais qu'est-ce que tu veux? Ça va pas changer. Les gens, ils ont pas compris. Tu verras quand tu vas conduire, putain. Aurélien semble avoir déjà oublié ses bonnes résolutions. Et comme d'habitude, très vite, le ton monte. Bon, mais là, il faut que les autres y démarrent aussi. Allez, putain. Ouais, ben j'espère qu'ils vont se barrer, comme ça nous on pourra aller plus vite. Oui, mais bon... Ça sert à rien de t'énerver. C'est quoi, vivement que tu le passes ton permis, hein, que tu l'aies, je te jure. Tu verras qu'on peut être zen. Ouais. On peut être zen. Mais bien sûr qu'on peut être zen, il suffit de prendre la chose cool. Prendre la chose cool, ouais. Heureusement, grâce aux amis qui les attendent au restaurant, l'ambiance va pouvoir se détendre. Hello. Ça va? Chaque personne autour de cette table connaît par cœur les coups de sang d'Aurélien, en particulier Aurore, la sœur d'Elodie. La première fois que je suis montée avec lui en voiture, j'ai vraiment été surprise. Premier abord, ça peut faire peur quand même. Hein. Elle est vraiment agressive. Moi, j'ai eu peur la première fois, c'est vrai, mais après, franchement, c'est un vrai gentil quand même. Yannick, un ancien collègue du temps où Aurélien avait encore un travail, a aussi quelques souvenirs édifiants. Il est arrivé le matin, on n'avait pas encore embauché, qu'il était déjà énervé à savoir la journée qu'il allait avoir. Et ça n'a surpris plus d'un, notamment des clients qui le regardaient un peu comme une bête noire. Qu'est-ce que c'est celui-là? Pourquoi il passe en gueulant? Bon. Donc le fait que je pense que les autres lui disent, là il se rend compte que c'est pas moi qui exagère. Parce que des fois il pense que j'exagère. Là j'ai envie de râler. Je me dis, non ça vaut pas la peine quoi. Je me rends compte du ridicule dans lequel je pouvais me mettre en fait quoi. Ah c'est ça, tu te dis sur lui, tu passes pour quelqu'un carrément à l'opposé de ce que tu es. Ouais. C'est un autre Aurélien. Ouais. Oui, c'est ça. On connaît l'Aurélien, la petite patte, toute gentille, tout ça, et en un quart de seconde sur quelque chose qui l'énerve. Ça. Alors, messieurs, dames, choucroute, masterie, formule choucroute. À la une pour nous. Si Aurélien n'est pas encore capable de se contrôler, la mobilisation de sa famille et de ses amis lui redonne malgré tout confiance en lui. Face à ses bonnes dispositions, Elodie compte mettre Aurélien à l'épreuve dès le lendemain. Je sens que ça monte, je sens que ça va péter. Je préfère partir. Mais comment va-t-il affronter les situations qu'il redoute le plus? Sera-t-il capable, comme il l'affirme, de changer et ainsi de reconquérir la confiance de sa fiancée? Ça t'énerve quand même? Un peu, ouais. Troisième jour dans l'incroyable maison de Sandra à Orléans. Une nouvelle fois, Sophie Delvigne, la coach familiale, rend visite à la famille. Elle propose sans attendre une réunion autour de la table de la cuisine pour aborder le sujet qui fâche. Au niveau de la discipline, de l'ambiance dans la maison, ça donne quoi ça? Ça c'est peut-être un peu trop cool. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est trop cool, mais quand ça va trop loin? Qu'est-ce qu'elle fait maman du coup? Elle crie. Et ben voilà. Oh bon, ça crie tout le temps. Et là, vous croyez qu'elle aime crier? Oui. Oh pas de pense de moi. Non, personne n'aime crier. Ah bon? Et vous aimez quand vous recevez tout ça, des cris et tout ça? Mieux se faire mal. Ah vous savez, on est habitué au plat. Ouais. C'est agréable pour personne. Hein? L'objectif de Sophie, apprendre à toute la famille à respecter quelques principes élémentaires. Respecter le lieu de vie commun à tous, en éliminant déjà toutes les affaires que vous avez dedans et tout ce qui vous appartient. Faire son lit, ne pas laisser traîner ses vêtements, ranger la vaisselle, autant de règles que tout le monde connaît par cœur, mais qu'il est sans doute nécessaire de rappeler. Et ce n'est pas tout.
Dans une maison, c'est important de mettre des petits mots comme ça sur le réfrigérateur, des petits pense-bêtes, voilà, des éléments qui vont rappeler tout le temps, qui vont vous rappeler à l'ordre. Mais le vrai problème réside en fait dans la difficulté de Sandra à faire respecter ses décisions. Et elle ne tarde pas à en donner une démonstration. S'il te plaît, tiens-toi bien. Mets tes 2 fesses sur la chaise et tiens-toi droit. Pierre-Bas, vas-y, s'il te plaît. Et tu t'avances et tu te mets bien. Non, mais c'est bon, ça. Et tu parles pas comme ça. Tu fais voyou de 9-3. Et je t'ai dit, je supporte pas que tu fasses le voyou de 9-3. Pierre-Baptiste. T'apprends à lire. 1 fois. 2 fois. Tu mangeras. Arrête. Cette fois-ci, t'arrêtes. Oui, bon, on continue. Visiblement, la théorie a ses limites. C'est pourquoi Sophie Delvigne décide de passer à l'action avec un petit exercice. Le but est simple, les 4 membres de la famille vont devoir ranger ensemble le canapé et la table du salon. Alors là, on va se servir du prétexte du ménage, mais enfin, bon, qui est un problème essentiel dans cette maison. On va voir comment elle va faire pour dire aux uns et aux autres, comment elle va s'y prendre aussi, même dans sa communication. Problème, chacun agit de son côté sans concertation malgré les efforts de Sandra. Pierre-Bas, tu m'écoutes. Le canapé, il faut le retourner. Tu m'écoutes? Donc on va demander à Manu, qui est plus costaud, Emmanuel. Toi t'es costaud, tu retournes le canapé pour qu'il soit dans le bon sens pour qu'on puisse s'asseoir. Parce que là, il est à l'envers. Manu a un peu de mal au démarrage. Au bout de 5 minutes, il se décide à ranger un cahier. Et encore, pas trop vite. Tout ça pour revenir dans son coin et tourner en rond en attendant que ça se passe. Pierre-Baptiste, de son côté, est plus actif que son grand frère, mais c'est beaucoup d'énergie pour rien. Quant à Mariam, elle fait preuve de beaucoup de bonne volonté pour ranger une vieille photo. C'est un petit truc que vous pouvez faire, comme ça, au passage, si l'occasion se présente, c'est de dire un petit mot, ça va, oh, t'as bien fait, tu avances, etc. Vous voyez, un petit compliment. Et Sandra s'exécute aussitôt. En 30 minutes, le travail est accompli et tout le monde est ravi. Vive la famille! C'était super intéressant parce que et très instructif. Parce qu'en fait, on a vraiment discuté sur ce que toute une famille, en fait, un fonctionnement familial, c'est-à-dire que pas un qui fonctionne là et l'autre qui fonctionne à droite, mais qu'on fonctionne en cohésion familiale, parce qu'on est une famille, que chacun s'y mette et que chacun, et puis en discutant de façon correcte et pas en s'aboyant les uns sur les autres, en disant ah toi tu dois faire ça, toi tu dois, mais c'est de voir comment on peut faire quoi. La famille réussira-t-elle l'exploit de ranger et de nettoyer entièrement la maison en quelques heures? Sandra ne peut plus reculer car Sophie, la coach familiale, et Odile, une amie de la famille, viendront vérifier. Sera-t-elle à la hauteur de son défi? C'est vraiment une métamorphose incroyable. À Saint-Denis, près de Paris, Marie-Laure, notre acheteuse compulsive, est en pleine dispute avec son mari, François. Moi aussi, quand il y a des trucs qui me plaisent, tout ça, et puis je sais que je peux pas l'acheter maintenant, j'attends quand je pourrai l'acheter. On pourra jamais. Moi aussi, ça me fait quelque chose. Mais si on attend, on pourra jamais. Mais si, il y a des crédits, on fait des crédits, la banque est là pour ça. Hein. À l'origine de cette nouvelle réunion, au sommet, une somme de 26 000 € que Marie-Laure a demandé à sa banque. Quand j'ai appelé le banquier pour lui dire que je voulais faire un prêt, il me dit, Madame Gravillon, on peut pas, vous êtes endetté, on peut pas faire de prêt. J'ai dit, non, on trouvera une solution. Il faut trouver une solution, il me faut 26 000 € tout de suite. Sinon, j'ai même dit au banquier, si vous me donnez pas les 26 000 €, je clôture tout, je pars ailleurs. Le projet de Marie-Laure, avec cet argent, acheter une nouvelle voiture. Un achat ruineux et parfaitement inutile. Mais là, vraiment, t'es vraiment folle. Je voulais pas croire, mais là, je te dis, excuse-moi de te dire ça, mais t'es folle. On a 2 voitures à la maison, plus la voiture de fonction, 3 voitures. J'ai même pas le temps de rouler avec ma voiture personnelle. Je dis, t'as déjà une voiture. Jamais je vais tolérer à ce que tu achètes une voiture à ce prix-là. Marie-Laure comprend bien que cet achat n'est pas raisonnable et pourtant, elle ne parvient pas à lâcher son projet. La pulsion d'achat est plus forte qu'elle. Je pense qu'il faut que je l'achète. Même hier, j'ai vu la voiture sur la route. Séphie m'a dit, maman, regarde la voiture. J'ai dit, mon Dieu, il faut que je l'achète. Il faut que je l'achète.
Face à l'obstination de Marie-Laure, François exige qu'elle appelle immédiatement sa banque pour annuler le prêt. Et elle n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Ah bon? Humiliation supplémentaire, son banquier lui fait la leçon à propos de ses découverts. Oui, je sais que je suis à découvert. Je pourrais rien faire ce mois-ci. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Je le sais, oui. Oui, je passerai. Désolée, hein. Merci. Au revoir. Oh là là. C'est incroyable, ça. Ça m'embête beaucoup, hein. Je voulais tellement ce véhicule, mais je peux pas l'acheter. Pour Marie-Laure, le plus dur reste à faire. Elle sait qu'elle ne peut plus continuer à dépenser comme elle le fait. Elle doit absolument trouver de l'aide. Je souffre beaucoup. Je souffre vraiment. Et mon mari aussi. Il faut que je trouve une solution. Comme souvent, c'est auprès de sa sœur que Marie-Laure trouve des conseils et du réconfort. Ouais. Au fil de la discussion, Betty découvre avec stupeur la dernière folie de Marie-Laure. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes. Je sais pas parce que... Il faut que tu arrives à te contrôler. Ouais, j'arrive pas à me contrôler. J'ai du mal. Ça date pas d'aujourd'hui, mais ouais, il faut faire un effort, Marie-Laure. Il faut que j'aille voir. Surtout avec la crise qu'on vit actuellement, il faut essayer de limiter les dégâts. Hein. Parce que si tu continues dans ton délire de dépenses, et puis... Ouais, je suis déjà endettée. Mais ça va être pire. Ouais, après, voilà. Tu pourras plus nourrir ta famille après à ce rythme-là. Hein. Ouais. Les conseils de Betty sont d'autant plus précieux qu'elle sait de quoi elle parle. Comme Marie-Laure, elle a été, elle aussi, et pendant une grande partie de sa vie, une acheteuse compulsive. Tu penses que je suis malade? Pour moi, à ce stade-là, moi, je dis que oui. Je dis que oui. Parce qu'on dit que ça vient de la famille, mais moi, j'arrive à me contrôler. Il y a une époque, je faisais comme toi, j'avais envie de dépenser, mais il m'est arrivé des choses dans la vie qui ont fait que j'étais obligée de changer mon rythme de vie. Le chômage, la séparation, tout ça m'a aidé à modérer, à gérer mon budget. Et après, l'habitude, elle reste, et puis on dépense toujours, mais beaucoup moins. On se pose des questions, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que... Voilà, quoi. Il faut faire des choix. À un certain moment de la vie, il faut savoir faire des choix. Grâce au soutien de sa sœur, Marie-Laure est maintenant prête à faire un choix, rencontrer un psychologue. Mais c'est une épreuve presque insurmontable qui l'attend, car les achats compulsifs sont en fait une véritable maladie. Marie-Laure, vous êtes avec moi là? Oui, je suis là. Non, vous êtes plus là déjà, vous êtes partie dans le magasin. Dans le magasin, ouais. Vous êtes déjà partie là. Voilà. Marie-Laure contrôlera-t-elle ses impulsions d'achat et comment va-t-elle supporter sa frustration et ses angoisses? Ça sert à rien. Retour à Clouseau, près de La Roche-sur-Yon. Après leur consultation chez un spécialiste de la jalousie, Jessica aimerait changer de comportement. Mais Bernard n'y croit plus et il tient à jouer carte sur table. T'es prête à changer? Je vais essayer. Après, je peux pas non plus dire que du jour au lendemain, je vais changer comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est avec le temps que tu changes. Il faut pas que ça dure trop longtemps. Je me force à y croire, mais... Je me dis qu'on est arrivé à la fin. Le mot est lâché. Jessica et Bernard arrivent, semble-t-il, à la fin de leur histoire. Pourtant, un événement va soudainement modifier le cours des choses. Quelques heures plus tard, Jessica appelle sa mère en catastrophe. Elle lui annonce que sous le coup de la colère, elle vient de faire une énorme bêtise et il va falloir faire rapidement des points de suture. Acte manqué ou accident? Difficile de savoir. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la première fois que la mère vient ainsi à la rescousse de la fille. C'est souvent, ouais, que je viens en catastrophe. Quoi, ça l'appelle au secours. Et c'est pas la première fois qu'elle appelle au secours comme ça, quoi. Suzanne est bien placée pour comprendre les crises de jalousie de sa fille. Ce défaut est apparemment un trait de famille. Parce que moi aussi, hein, chez moi, j'ai des prises de tête avec avec mon homme. Hein. Moi, c'est pareil, je suis jalouse, quoi. Depuis que je suis avec lui, je suis très jalouse. Et voilà. Et dès que ça va pas, dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon ménage, eh ben, je lui dis, va voir ta greluche, quoi. C'est plus fort que moi, quoi. Malgré les circonstances, le contact entre Jessica et Bernard n'est pas complètement rompu. Probablement très inquiet, le jeune homme qui attend à la maison vient d'envoyer un SMS.
Ce que tu t'es fait, c'est de ma faute comme d'hab. Je voulais simplement parler. C'est quand même grave d'en arriver là, mais ça me permet de voir que t'es mal avec moi. Je te promets, ça se reproduira plus avec moi. Je vais te laisser, car moi aussi, ça me fait mal de te voir comme ça. Alors j'ai dit, mais tu veux faire quoi? Et oui, c'est grave d'en arriver là, mais je suis à bout. Mais il n'est plus temps de discuter. Jessica doit à présent se faire examiner par un médecin. Son geste n'est pas anodin et elle va devoir en parler à un psychiatre des urgences. Jessica, elle a besoin de parler. De toute façon, déjà toute petite, elle faisait des petites crises comme ça, donc vouloir partir, se foutre en l'air, oui. Déjà toute petite, enfant, faisait ça déjà. Faut attendre. Donc on sait pas du tout à quelle heure qu'elle va passer, quoi. L'attente va durer 4 heures pendant lesquelles Jessica racontera son histoire à un psychiatre. 4 heures qui la laisseront apaisée et même un peu euphorique. Donc, faut que je prenne rendez-vous avec mon médecin traitant pour qu'il me donne des médicaments pour les nerfs. J'en ai pour ce soir, mais que pour ce soir. Donc, je voyais absolument un médecin pour les nerfs. Et que je sois suivie psychologiquement pour que ça aille mieux dans ma tête, on va dire. De toute façon, il faut qu'elle se suive, hein. De toute façon, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Et faut qu'elle va avoir vraiment quelqu'un pour la soutenir. Et puis, ils ont donné aussi un numéro en cas de besoin, si elle a besoin le soir ou le week-end, quoi. Il y a un numéro pour elle, ouvert jusqu'à 22h le soir, donc c'est bien. À présent, Jessica n'a plus qu'une hâte, rentrer chez elle et retrouver ses enfants. Dans les heures qui viennent, la jeune femme va devoir faire face à un problème de taille. Je pense qu'elle s'est séparée parce que tous les jours, il me rabâchait la même chose. T'es malheureuse avec moi, en fait. Bernard est maintenant décidé à la quitter. À l'heure actuelle, c'est invivable dans la situation où on est. Dans quelques instants, Aurélien acceptera-t-il de se soumettre aux épreuves imposées par Élodie en gardant son calme? Sandra relèvera-t-elle le défi de ranger son appartement en quelques heures tout en se faisant obéir de ses enfants? Marie-Laure, notre dépensière compulsive, résistera-t-elle à ses impulsions d'achat et retrouvera-t-elle enfin la confiance de sa famille? Les heures qui viennent vont être cruciales pour Bernard et Jessica. Comment la jeune femme va-t-elle faire face à la décision de Bernard de partir? Retour chez notre colérique toulousain. Pour redonner toute sa confiance à Aurélien, Élodie va le soumettre à des épreuves de la vie quotidienne dans lesquelles il devra garder son calme. Un défi. Mais pour commencer, en film psychologue, elle tient à ce qu'il regarde les images que nous avons tournées lors des dernières crises de colère. Ah, tu vois? Parce que je te rends compte que... Souvenez-vous, il y a eu des crises en voiture. Vas-y, passe. L'abruti, là. De jour comme de nuit. Allez. Tout cela, ta merde. Il y a eu aussi cette grosse colère à cause d'une panne d'ordinateur. Ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Mais c'est pas grave, tu m'énerves. Et enfin, une scène de ménage pour une minuscule tache sur la vitre du four. Je suis de mauvaise foi. Tu te fous de ma gueule. Non, non, non. En revoyant ces images et grâce au recul, Élodie et Aurélien mettent rapidement le doigt sur certains ressorts cachés de leur façon de communiquer. Je sens que ça monte, je sens que ça va péter. Là... Je préfère partir. Oui, mais je le sens bien quand c'est en train de monter. Et là, justement, mais le problème, et là, c'est que c'est on peut plus parler alors. Tu vois, là, en plus, tu me recoupes. Mais non, mais ce que je veux te dire, c'est que tu sens que ça monte. Je préfère partir et revenir après en parler, mais là, je pars, toi, tu me dis, de toute façon, c'est de la mauvaise foi. Donc je pense qu'on va essayer de faire différemment quand tu essaies de te contenir. Donc tu t'en vas dans une autre pièce, je m'en vais dans une autre pièce et on s'explique après alors. Peut-être que ça te permettra de moins te... De temporiser un peu. Mais tu sens quand même que c'est oui, pour des oui, broutilles, c'est ridicule. Ça va loin pour... Pour rien. Après la théorie, la pratique. Élodie propose à Aurélien 2 activités qui déclenchent systématiquement ses colères. Rouler en ville et faire du shopping. Mais sera-t-il capable de se contrôler ? C'est la toute première fois de sa vie qu'Aurélien prend le volant pour se risquer dans le centre de Toulouse. Jusqu'ici, il a préféré l'éviter tant la circulation et les bouchons le mettent hors de lui. En même temps, il va y avoir un peu de circulation. Ça m'étonnerait qu'il y ait personne. Hein. Relâchement musculaire, respiration par le ventre. Au bout d'un quart d'heure, surprise, notre coléreux reste zen alors que la veille encore, il aurait certainement hurlé contre ce bus un peu trop lent. C'est vrai qu'il y a pas si longtemps que ça, pour moi, c'était totalement impossible, quoi. Je pouvais pas
me retrouver là en voiture, alors qu'en fait, au final, je me dis, ben non, ça va, quoi. Waouh. Alors là, franchement... Ah, mais jamais t'aurais dit ça. C'est la première fois que je t'entends dire je peux conduire en voiture en ville. Premier bon point pour Aurélien, mais attention, la mise à l'épreuve n'est pas terminée, loin de là. Reste encore le test dit du shopping, une véritable torture pour un homme, même le plus calme de tous. Bonjour. Le problème, c'est qu'à cause de sa taille, Aurélien ne trouve pas facilement ce qu'il veut, et ça, normalement, ça a tendance à l'énerver très vite. C'est vrai qu'après, j'ai l'habitude dans ma taille, c'est vrai que les jeans, c'est pas... C'est dur à trouver dans les 50. Faut aller dans les américains. Ouais. Un petit tour en cabine d'essayage, et c'est un Aurélien toujours aussi détendu qui réapparaît. Élodie n'en croit pas ses yeux, et le jeune homme lui-même n'en revient pas de sa métamorphose. Ouais. Ah, mais c'est incroyable, j'ai l'impression que du jour au lendemain, ça... Parce qu'avant, c'est vrai que j'essayais un jean, j'avais un jean qui n'allait pas, c'est vrai, je disais, de toute façon, il n'y a jamais ma taille, et je partais... Ouais, il partait, il s'énervait, et on rentrait direct à la maison, c'était pas faire d'autres magasins. Et du coup, celui-là, je vais me le prendre parce que je suis super bien dedans, tu vois. Il me plaît, je suis bien. Non, franchement, il est méconnaissable. Non, mais c'est incroyable, la métamorphose. Opération réussie pour Aurélien et Élodie. Et merci. C'est moi qui vous remercie. Non, là, je vous assure, c'est moi. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Merci. Ça fait du bien. Je revis. Ouais, là, ça va nous permettre de repartir de zéro et bien... De zéro, le zéro absolu, parce que j'ai jamais été aussi calme, jamais pris autant de recul avec les choses, quoi. Au final, je viens de me rendre compte. Donc, ça va le faire. Aurélien est heureux, il a retrouvé la confiance d'Élodie et par la même occasion, il a sauvé son couple. Retour à Orléans, il est 9h du matin, Sandra et ses enfants sont déjà à pied d'œuvre pour le grand nettoyage de la maison. En fin de journée, ils devront présenter un appartement impeccable à Sophie, la coach familiale, et Odile, une amie de la famille. Manu, c'est à toi. Devant l'ampleur de la tâche, ils ont mis en application les conseils donnés la veille par la coach en faisant eux-mêmes un petit planning. En fait, donc là, moi, je devais faire le sèche-linge et la machine à laver. Puis après, j'avais 30 minutes devant la télé. C'est grâce aux conseils de Sophie, parce que je me suis dit, autant mettre en pratique ce qu'on a appris, peut-être qu'essayer de faire ça de façon plus intelligente, ça ferait plaisir à tout le monde. Un planning, c'est bien beau, mais encore faut-il le respecter. Et Sandra a encore un peu de mal à donner ses directives sans trop hausser le ton. Allez hop. Pierre, va. Tu fais quoi, toi, là? T'es rentré? C'est pas le club med, hein? Allez hop. C'est riche. Non, Mariam, le skate, tu me le mets sous le lit, je ne veux pas dans la maison. Il rentre pas. Tu rentres pas, non, tu te fiches de moi. C'est vrai que souvent dans l'action, souvent quand on est énervé, on pense pas à remercier ou à les encourager. Et je pense que c'est vrai qu'il faut faire ça en famille, et qu'on soit tous dans le même bateau. Et puis qu'on se dise merci, qu'on s'encourage, qu'on se dise c'est bien. Parce qu'il faut aussi oublier des paroles positives et pas que des paroles négatives. Très vite, l'ambiance finit par se détendre et les travaux avancent à grands pas. Sandra retrouve même dans les chambres des enfants des couverts qu'elle croyait perdus à jamais. Et c'est sans rechigner que les enfants redécouvrent des activités qu'ils connaissent finalement assez mal. Moi, j'ai passé la serpillière 3-4 fois en 5 ans. Non, 4 ans et demi, 5 ans. 16h30, Odile, l'amie de la famille, et Sophie Delvigne, la coach, arrivent pour visiter l'appartement. Ah, déjà, il y a un peu plus de place déjà là pour passer. Il n'y a aucune chaussure quand même qui traîne. Elle a mis son petit bouquet de fleurs. Venez voir la chambre d'Emmanuel qu'il a fait tout seul. Non. Si. Emmanuel l'a fait tout seul. Et dis donc, ça fait une grande pièce, hein. Après la chambre de Manu, le salon. T'as pas besoin de regarder par terre. Un travail d'équipe, tout le monde a mis la main à la pâte, Sandra. Hein. Oui, tout le monde suit. La visite continue avec la chambre de Pierre-Baptiste et Mariam.
Oh là là. Non, mais ça fait vraiment des grandes chambres et des grandes pièces. Hein. Je pensais pas que c'était possible. Hein. Oh non, quand t'as dit que c'était Michael, j'y croyais pas. Eh ben, franchement, j'y croyais pas. Tu vois, je t'avais dit que ce serait comme ça aujourd'hui, c'est fait aujourd'hui. Hein. Et pour terminer, direction l'ancien musée de la vaisselle sale et de la graisse de cuisson. Voilà la cuisine. Alors. Oh, les bougies. Oh non. L'ambiance. Non, là, c'est vraiment une cuisine. Tu vas pouvoir mieux cuisiner. Sandra et les enfants ont brillamment réussi leur pari. Le moment est venu pour Sophie de prendre congé, mais avant de partir, elle tient à remettre à la famille un petit cadeau. Allez. C'est symbolique et c'est utile. Une boîte à idées dans laquelle chacun pourra glisser ses suggestions ou même, pourquoi pas, des petits mots doux pour sa maman. Autour de Sophie à présent de recevoir un cadeau. Au nom de toute la famille. Oh, trop mignon. Merci beaucoup. Grâce à Sophie, c'est la vie de toute une famille qui a été transformée. Les enfants peuvent être fiers d'avoir remis la maison en ordre sous l'autorité de Sandra, qui a enfin retrouvé sa place de mère à part entière. Et moi, j'ai mis les petits rubans. C'est toi qui as mis les petits rubans. C'est le grand jour pour Marie-Laure. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une psychologue qui va tenter de l'aider à se débarrasser de ses achats compulsifs. Je voulais savoir le pourquoi et le comment. Pourquoi je suis comme ça. Je dis bien, il y a une solution à tout ça. Il y a toujours une solution. Dans quel état vous êtes quand on va voir ça ensemble tout à l'heure, en situation? Dans le magasin? Ouais. Je suis excitée. Excitée. Voilà. J'ai envie de tout prendre, tout acheter. Dans ce que vous m'expliquez... Pour Marie-Laure, c'est le rendez-vous de la dernière chance. Elle attend énormément de cette consultation avec Sabrina Philippe. On sait que c'est une maladie qui s'apparente finalement à beaucoup d'addictions. C'est-à-dire qu'on a exactement le même processus que dans une addiction, soit d'alcool, soit de drogue. À l'origine de ces impulsions d'achat, il y a très souvent un manque affectif. J'aidais beaucoup ma mère. Parce qu'elle n'avait pas le temps, elle n'était jamais là, elle travaillait, tout ça. Je faisais tout à la maison. Et c'est moi qui avais la responsabilité de m'occuper de mes frères et sœurs. C'était très dur. Donc si je résume, vous avez eu une enfance où on vous a demandé très tôt d'avoir des responsabilités. Oui. Votre mère n'était pas très présente. Voilà. Et votre père non plus. Voilà, non. Dans toute impulsion, il y a un grand sentiment de vide pour celui qui l'a. Parce qu'il s'agit de ça pour Marie-Laure. Comment le remplir différemment qu'en vidant son porte-monnaie. Autrement dit, Marie-Laure aurait le sentiment qu'on ne peut pas l'aimer pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle a. Ce que j'aimerais essayer de vous expliquer là. Quand vous achetez, il y a quelque chose que vous voulez remplir. Et pas seulement votre armoire. On est toujours dans ce rapport à l'argent, à valoir. Qu'est-ce que je vaux, finalement, hein? Je vais valoir plus si j'ai cette veste, si j'ai cette robe, si j'ai ces chaussures. Mais au fond, évidemment qu'un habit ne va rien changer. Donc, c'est sans fin, puisqu'une fois que vous l'avez, non, vous valez pas plus. Donc, il faut autre chose. Il faut toujours autre chose. Voilà. Et ça, c'est tout simplement parce qu'ici, c'est pas comblé. Hein. Et l'idée, c'est d'apprendre aux patients à le combler différemment. Et par quelque chose qui va rester. Après la théorie, la pratique. Pour apprendre à Marie-Laure à se contrôler, Sabrina Philippe lui propose d'aller avec elle dans les magasins. Mais très vite, comme à son habitude, Marie-Laure se laisse happer par les articles exposés aux devantures. Elle est déjà dans un état second. Qu'est-ce qui se passe en vous, là? Marie-Laure, vous êtes avec moi, là? Oui, je suis là. Non, vous êtes plus là, déjà. Vous êtes partie dans le magasin. Dans le magasin, ouais. Vous êtes déjà partie, là. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe, là? Mon comportement a changé. Dès que je vois les magasins, ça change. Je suis excitée. Oui, je sens, là. J'ai envie d'entrer. C'est difficile, vous êtes plus là, là. Voilà. Et c'est souvent, c'est comme ça, avec mes enfants, mon mari. Je rentre, il dit, mais non, tu rentres pas. Il faut que je rentre. Marie-Laure a repéré un sac qui lui plaît et qu'elle voudrait acheter immédiatement. J'ai envie d'aller l'acheter. Oui. Alors, une des premières choses, déjà, si vous travaillez justement après avec le thérapeute, l'idée aussi, c'est que va falloir apprendre à différer vos achats.
D'accord. Excusez-moi, si je l'ai pas aujourd'hui, et je pense que d'ici demain, lundi, je vais revenir ici pour l'acheter. Pas sûr. Ça reste dans la tête, Ça reste dans la tête, mais si vous arrivez à différer de quelques jours, ça va certainement passer. Je pense pas. Ah, vous croyez pas? Demandez à mon mari, je pense pas. Derrière son rire nerveux, Marie-Laure tente de dissimuler son manque de confiance. Pour l'aider à remettre ses achats à plus tard, Sabrina Philippe va donc lui apprendre à contrôler ses pulsions. L'exercice n'a l'air de rien, mais pour notre acheteuse compulsive, c'est un véritable calvaire. Elle peut regarder, admirer, toucher, mais interdiction absolue d'acheter. Je suis dans mes états. Tous mes états. Au bout de 5 minutes, Marie-Laure ressort du magasin les mains vides, et elle n'en revient pas. J'ai vu un haut qui me plaisait là, mais j'ai dit non. Pourquoi non? J'ai pensé. Et oui, tout le secret de la thérapie est là, remplacer l'action par la pensée de façon à court-circuiter les automatismes. Les effets sont immédiats. Est-ce que vous sentez toujours excité là? Ou est-ce que vous sentez un peu plus calme? Je suis plus calme. Je le vois que vous êtes plus calme. Voilà. Par rapport à... Vous avez vu dans quel état vous étiez tout à l'heure? Voilà. Cet état d'excitation, vous trembliez presque devant le premier magasin. Voilà. Regardez, elle ne tremble plus. Voilà. Allez, courage, hein. C'est donc le moment ou jamais de tester un autre magasin. Bonjour madame. Oh là là, j'ai vu des trucs que j'adore, ça m'attire ça. Des trucs en léopard là, j'aime bien. J'essaie de me retenir. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à me retenir. De ne pas faire des achats. Malgré tout, cette robe, Marie-Laure a bien envie de l'acheter. Elle est même sur le point de craquer lorsque tout à coup, elle se ressaisit. Non, finalement, je vais pas la prendre. Je la laisse. J'ai réfléchi. Ça sert à rien. Vu de l'extérieur, ce renoncement paraît peu de choses, mais pour Marie-Laure, c'est une révolution. Au point qu'elle se lance immédiatement dans un autre magasin où il y a tout ce qu'elle adore. Saura-t-elle résister? Mijoteuse. Finalement, notre ex-acheteuse compulsive laisse sa carte bleue dans sa poche. Elle a donc maintenant la preuve que la thérapie fonctionne. Effectivement, j'ai tout mémorisé, j'ai réfléchi. Et maintenant, là, je pense que je vais essayer de faire un effort. Je pense que ça va vraiment m'aider. Je suis fier et j'étais surpris. Et je suis très content parce que j'ai vu des trucs qu'elle n'aurait pas pu faire avant. Marie-Laure a désormais toutes les clés en main pour se libérer de sa maladie. C'est pour elle et son mari François le début d'une nouvelle vie au pays où la vie est beaucoup, beaucoup moins chère. Depuis les passages de Jessica à l'hôpital, son couple va de plus en plus mal. Pire encore, alors même que la jeune femme devrait fêter aujourd'hui son 23e anniversaire, Bernard est sur le point de la quitter. T'es malheureuse avec moi, en fait. Elle n'arrive pas à en parler à moi ou à qui que ce soit, elle n'arrive pas à en parler. Ce que j'allais dire, c'est que de toute façon, qu'ils pensent qu'à se séparer, parce que tous les jours, ils me rabâchent la même chose. Donc, on va se séparer, c'est bon, il y en a marre. Et si je dis ça, c'est parce que je vois que t'es pas bien. Et c'est peut-être à cause de... Peut-être parce que t'es avec moi que t'es pas bien. Non, mais des fois, je me demande si tu le fais pas exprès, je fais pas... Ça te fait plaisir de me voir à chaque fois comme ça, dans cet état-là. Comme à chaque tentative de réconciliation, la discussion glisse inexorablement sur la meilleure amie de Bernard. Preuve que Jessica ne parvient pas à surmonter sa jalousie et encore moins à accorder sa confiance. Maintenant, il en a rien à foutre de moi, de son... Qu'une personne qui compte à ses yeux. Tirer en boîte avec l'autre, tu courrais, là. Je t'ai dit, t'attends les jambes écartées. Je vais prendre une discussion, il faut que tu reviennes au même. Parce que ça m'énerve. Avec elle, tu fais tout le temps plein de trucs. Avec moi, par contre, tu fais jamais rien. Limite, t'as honte de sortir avec moi. Donc dès que j'essaye d'avoir une discussion avec toi, c'est soit c'est moi qui me prends les coups, ou soit tu te les mets à toi, toi-même. Face à une Jessica enfermée dans sa colère, Bernard semble résigné à la rupture. À l'heure actuelle, c'est invivable dans la situation où on est. Donc...
si elle est mieux sans moi, je l'accepterai. Pourtant, Jessica et lui vont se donner encore quelques heures de réflexion. À la fin de la journée, ils prendront leur décision finale, rester ensemble ou se quitter pour de bon. Quelques heures plus tard, hélas, l'ambiance est toujours aussi tendue. Jessica et Bernard semblent incapables de renouer le dialogue. Alors, pour tenter d'arranger les choses, une fois de plus, Suzanne, la mère de Jessica, intervient. Tu viens me faire un bisou, mamie? Faut faire quelque chose. Faut pas rester comme ça. Vous avez besoin, de toute façon, de sortir que tous les deux aussi. Suzanne a beau faire, rien ne bouge. Parle, faut pas que non plus tu gardes tout en toi non plus. Faut que tu sors aussi ce que t'as. Devant l'inertie ambiante, Suzanne décide de préparer comme prévu la fête d'anniversaire de sa fille. Quelques amis sont même appelés à la rescousse. Salut! Bon anniversaire! Merci. Vous travaillez cette nuit, moi, monsieur, pendant que tu dormais. Jessica, de son côté, s'isole dans la salle de bain. Sa colère semble se dissiper. Ce que j'attends de la soirée, c'est que... qu'il vienne me parler. Parce que c'est toujours moi, en fait, qui vais vers lui, là. Et je vois bien qu'il est distant. Il serait bien de se réconcilier avec... Enfin, du moins ensemble. Mais après, je sais pas... Lui, ce qu'il en pense. Face au miroir, elle réalise que le moment est venu pour elle de changer. Je suis prête à tout pour changer, de toute façon, parce que comme je te dis, même moi, je suis pas bien comme ça. Dans cette situation, je suis pas bien. Et pour se sentir mieux, pour se sentir aimée, Jessica le sait, elle va devoir d'abord apprendre à s'aimer elle-même. Le fait de pas m'aimer, déjà, c'est quelque chose qui, on va dire, un peu la cause de la jalousie, parce que j'ai toujours peur qu'il trouve mieux. De toute façon, il y aura mieux. Hein. J'ai peur, en fait, de ça. En fait, je voudrais faire des efforts parce que j'ai pas envie de le perdre. Parce que je l'aime, quoi. À présent, la jeune femme commence à retrouver un peu confiance en elle. Elle sait que son changement d'attitude est à peine visible, mais elle s'aperçoit vite que Bernard n'y est pas insensible. Si les deux amoureux n'arrivent pas encore à se parler, les corps, eux, retrouvent leur marque et se rapprochent sensiblement. Et cerise sur le gâteau, au moment même où Jessica souffle ses 23 bougies, enfin, l'amour reprend ses droits. Face à la jalousie, Jessica aurait pu baisser les bras. Elle a choisi de se battre. Elle sait bien sûr qu'elle n'a encore fait qu'un tout petit pas vers la guérison. Son couple reste fragile et elle devra le reconstruire patiemment, jour après jour. Mais quelles que soient les difficultés qui l'attendent, elle a au moins une certitude. Cela vaut encore la peine d'essayer. Depuis la fin de notre tournage, Aurélien, qui s'est littéralement métamorphosé, file le parfait amour avec Élodie. Sandra a continué à voir Sophie, la coach familiale, grâce à qui elle a l'immense bonheur de mener aujourd'hui avec ses enfants une vie de famille plus sereine. Avec le soutien de François, Marie-Laure a continué sa thérapie, elle a cessé de faire des découvertes et surtout, son couple a retrouvé un nouveau souffle. Jessica et Bernard ont réappris à se séduire comme au premier temps de leur rencontre. Malgré quelques rechutes, pour eux, l'aventure continue.